Pour des milliers d'Américains, l'archipel hawaïen est un refuge au cœur de l'hiver. Un paradis tropical, avec ses plages ponctuées de palmiers, ses plantations de café, sa riche faune marine et ses volcans qui permettent aux visiteurs de voir de nouvelles terres se créer sous leurs yeux. Il existe un endroit aux États-Unis où de nouvelles terres se forment tous les jours. Un endroit où la lave rencontre l'océan en un choc spectaculaire. L'archipel hawaïen compte plus d'une centaine d'îles, toutes d'origine volcanique. Certaines s'érodent peu à peu, mais l'une d'elles ne cesse de s'agrandir. Seuls 4 États des États-Unis possèdent des volcans. Ceux d'Hawaï sont plus actifs que tous les autres réunis. Le cratère du Kilauea fait 5 km de large. Il fume en permanence. Ça donne l'impression que le fond doit être plein de lave en fusion, mais c'est en fait de la lave solidifiée. Ici, sur les bords du cratère, toute cette vapeur qui s'échappe contient du soufre. On a du mal à respirer et on se dit qu'une éruption pourrait se produire à tout moment. Le parc national des volcans d'Hawaï se distingue par son côté vraiment impressionnant. Une éruption est toujours possible. On ne sait jamais ce qui va se passer. Ce qu'on voit derrière moi, par exemple, on ignore ce que ça va donner. Peut-être qu'un jour, la lave va remplir le cratère que vous voyez, ou jaillir avec des conséquences imprévisibles. Selon beaucoup de géologues, cette île a environ 750 000 ans, soit moins d'1 million d'années. C'est la plus jeune de l'archipel hawaïen, avec 3 volcans actifs. En tout, elle en possède 5. 2 qui sont en sommeil, le Mauna Kea et le Kohala, et 3 qui sont actifs, le Walalai, le Mauna Loa et le Kilauea. Pele, la déesse des volcans, s'incarne dans tout ce qu'on voit ici, le volcan et les coulées de lave. Elle crée cette île pour son peuple, et elle est à l'origine de tout ce qui existe ici, les rochers, les formations géologiques, et pas uniquement les coulées de lave. Pele vient au départ de Bora Bora, en Polynésie. Elle a fait un long périple, et ses colères faisaient jaillir le feu partout où elle allait. Elle a fini par arriver à Hawaï, à Kauai, sur le mont Waialeale, où elle a encore fait des siennes. Puis, elle est allée de montagne en montagne, en quête d'une demeure. Elle s'est finalement installée dans le Kilauea, où elle habite encore aujourd'hui. Et quand elle est en colère, elle frappe le sol de ses pieds, déverse des flots de lave et fait trembler la terre. Tout ça, c'est elle. Le service des parcs nationaux travaille avec l'Observatoire des volcans d'Hawaï, où des chercheurs surveillent le Kilauea, le Mauna Loa et les autres volcans. Ils recueillent aussi des informations. D'ailleurs, les observatoires internationaux installés dans le Pacifique mènent d'importantes recherches ici. Mais le travail consiste surtout à prédire l'activité sismique, c'est-à-dire les tremblements de terre. Ici, à Hawaï, on le fait en surveillant la façon dont le magma s'accumule dans la roche. On étudie aussi la composition chimique des émanations gazeuses pour savoir s'il s'agit de vapeur d'eau, de dioxyde de soufre ou de dioxyde de carbone. Les points chauds sont des zones fragilisées de la croûte terrestre. La croûte terrestre fait en moyenne 75 km d'épaisseur. Mais ici, les géologues de l'Observatoire des volcans d'Hawaï ont constaté qu'elle ne faisait que 10 à 12 km d'épaisseur. Enfin, la dernière chose qu'on étudie, c'est l'inclinaison.
C'est-à-dire qu'on mesure de combien le sol, dans une zone d'éruption potentielle, s'élève ou s'abaisse, se gonfle ou se dégonfle. Un peu comme si le volcan accumulait de la pression et la relâchait. Ici, à 1200 mètres d'altitude, en haut du Kilauea, il tombe 2 mètres de pluie par an. De telles précipitations vont généralement de pair avec une végétation tropicale, mais la roche volcanique est un sol où les plantes poussent difficilement. Elles doivent s'adapter. Tous ces arbres, ces fougères et ces fleurs ont dû adopter différentes stratégies d'adaptation et constituent chacun un témoignage de l'évolution. Ces colonnes de vapeur et de soufre jaillissant du Kilauea m'ont beaucoup impressionné. On n'a pas encore vu de lave en fusion, mais il existe apparemment un endroit où c'est possible. Il y a un volcanologue hawaïen du nom de Ken On. On va aller le voir. Il devrait pouvoir nous conduire à cet endroit. Et on aura peut-être ainsi la chance d'admirer le rougeoiement d'une coulée de lave active. Sur l'île d'Hawaï, les coulées de lave les plus récentes se trouvent dans la partie est, tandis que la côte ouest recèle un cadeau de la déesse Pélé. Des terres volcaniques anciennes, idéales pour le café. Hawaï produit depuis longtemps des ananas et du sucre. Mais aujourd'hui, elle est encore plus connue pour son café, le Kona, qui vient de la partie ouest de la Grande Île. Si cette région est si propice à la production du café, c'est parce qu'en se décomposant, la lave fournit un sol parfait pour la culture des caféiers. Dans ces fruits se trouvent des grains qui, une fois torréfiés, donnent le meilleur café qui existe au monde. Le Kona est censé être très très doux, sans la moindre amertume. Son taux d'acidité est très bas. Sa douceur et sa saveur délicate constituent ses principales caractéristiques. Avec une torréfaction moyenne, une tasse vous tient éveillé toute la journée, car la teneur en caféine est très élevée. Une torréfaction poussée permet d'en boire 3 tasses, car le taux de caféine est bien moindre. Quant à l'expresso, on peut en boire 6 tasses, car il n'y a presque pas de caféine. Délicieux. Merci. C'est une torréfaction moyenne, je ne risque pas de m'endormir. J'espère. Parfois, mon cerveau fonctionne au ralenti, donc ça devrait m'aider. Oui, absolument. Le Kona atteint des prix très élevés sur le marché international. Il est exporté partout dans le monde. Les Américains sont les principaux consommateurs, mais on en vend aujourd'hui dans le monde entier car il est délicieux et réputé excellent pour la santé. L'île d'Hawaï est la plus jeune de l'archipel et elle continue de grandir car elle possède un volcan en éruption constante. D'ailleurs, en ce moment même, Pélé danse sur le Kilauea. La plus vieille île est Kauai et en descendant l'archipel, on arrive ici. Cette île, qui est aussi la plus grande, a plusieurs surnoms, comme l'île volcanique ou l'île des orchidées, car les environs de la ville de Hilo regorgent d'orchidées sauvages. L'île abrite 5 grands volcans. Il y a le Mauna Kea, une montagne qui reçoit des chutes de neige, et le Mauna Loa, le plus grand volcan du monde, dont les flancs entrent périodiquement en éruption et qui reste très actif. Ensuite, il y a le Kohala, le Walalai et le Kilauea. Le Kilauea est le plus actif. Il crache de la lave depuis 1986, je crois. Il est difficile de connaître exactement la superficie du comté d'Hawaï, la Grande Île, car la lave qui s'écoule continuellement sur les pentes des volcans se jette dans l'océan et ne cesse de créer des terres supplémentaires. On a vu le cratère du Kilauea avec ses immenses panaches de vapeur et de soufre, et on sait qu'il y a de la lave à l'intérieur.
Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le rougeoiement de la lave en fusion, quand le magma arrive à la surface. Pour qui s'intéresse au volcan, c'est le spectacle le plus fabuleux qui soit. Cette coulée de lave qui s'est répandue sur les pentes du volcan en 2003 a fait l'objet d'une étroite surveillance, surtout de la part des autorités civiles. Parce que quand elle est arrivée ici, elle a coupé l'axe principal qui relie les parties nord-est et sud-est du comté d'Hawaï, la Grande Île. C'est la première fois au cours de mon voyage que ma route est bloquée par une coulée de lave. Le volcanologue avec qui j'ai rendez-vous m'attend de l'autre côté. Les laves d'Hawaï sont parmi les plus fluides à être émises à la surface de la Terre. Quand elles remontent, elles s'écoulent le long de canaux ouverts en s'éloignant de l'évent et dégagent une énorme quantité de chaleur. Il peut se produire deux choses. La lave peut se solidifier et arrêter de couler, mais si l'éruption n'est pas terminée, elle peut aussi former une croûte en surface. Avec les coulées de type Pahoehoe, les canaux se couvrent d'une croûte pour former un tunnel de lave. La croûte s'épaissit régulièrement au fil du temps et agit comme une couverture qui garde la lave bien au chaud. Ici, on se trouve au bord de l'océan, à 11 ou 12 km de l'évent. Et la chaleur de la lave n'a baissé que de 5 degrés au cours de ce long trajet, parce qu'elle se déplace entièrement à travers un réseau souterrain de tunnels. Les basaltes de cette coulée sont un bon exemple de ce qu'on appelle les Pahoehoe, un mot hawaïen qui désigne un type de lave assez lisse. On peut marcher dessus sans trop de difficultés, et son aspect est luisant par endroits. Quand on passe la main dessus, elle est plus ou moins lisse au toucher. On voit très bien le point où les coulées du Kilauea entrent dans l'océan. Celle-ci dure depuis fin 2008. Les coulées plus anciennes, vieilles de 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, ont l'air de dater d'hier, mais tout illustre la façon dont la nature ou les volcans créent de nouvelles terres à Hawaï. Une chose qu'on comprend bien mieux depuis une vingtaine d'années est la façon dont de nouvelles terres se forment lors d'une éruption. Les coulées précédentes avaient une durée très limitée. Elles ne duraient parfois que 2 semaines, ou n'étaient accessibles qu'en marchant sur des kilomètres. Dans l'éruption actuelle, l'accès à l'évent est difficile, mais on peut facilement rejoindre le point de rencontre entre la lave et l'océan et assister ainsi au processus de création de nouvelles terres, ce qui n'était pas le cas avant. Les laves Pahoehoe ont parfois une texture presque soyeuse, mais elles évoquent aussi de la pâte dentifrice extraite d'un tube. Les géologues ont donné à ce type de formation le nom de lave cordée. En l'étudiant, on a vu qu'en tombant dans l'océan, la lave se fragmente et donne du sable qui forme une plage au pied de la falaise. Elle continue de couler le long de cette plage et crée une petite bande de terre. Cette terre s'accumule, puis se fragmente pour former une nouvelle couche au-dessus de la première, et les couches finissent par s'accumuler jusqu'en haut de la falaise d'origine. À ce stade, la lave refroidit au contact de l'eau, et la sortie du tunnel se bouche, ce qui fait augmenter la pression à l'intérieur du réseau de tunnels. Des fissures apparaissent ailleurs, d'où sortent d'autres coulées qui s'épanchent à leur tour, et on obtient le même aspect enchevêtré, mais par un processus très différent. Si on avait été ici à la fin des années 60 et qu'on avait regardé ce flanc de colline, ou plutôt cette falaise haute d'environ 300 mètres, on aurait vu une cascade de lave qui illuminait les environs à des kilomètres à la ronde. Cette coulée serait descendue peu à peu. Le rougeoiement incandescent aurait progressé lentement jusqu'à l'endroit où passe maintenant la route, et pour finir, on aurait vu la lave atteindre l'océan. Je dirais qu'il y a sans doute 20 000 ans, là où je me tiens, il y avait de l'eau et non de la terre ferme.
Suivre le trajet d'un tunnel sous la surface durcie n'est pas évident juste en marchant dessus. La différence de température, qui n'est que d'1 demi-degré, est difficile à détecter, surtout quand il fait soleil. On ne la sent pas en marchant sur le tunnel. En fait, on le repère à ces fissures, qui émettent des gaz de couleur bleutée contenant du dioxyde et du trioxyde de soufre. Ce gaz qu'on voit est essentiellement du dioxyde de soufre avec un peu de vapeur d'eau. Ces émissions de gaz indiquent la présence du tunnel. L'autre indice, ce sont des minéraux poudreux blancs ou jaunes, des dépôts de soufre ou de sulfate, qui ponctuent aussi le trajet du tunnel. Les conditions présentes autour de ce nuage de gaz et de vapeur qui se forme au point où la lave entre dans l'océan sont les mêmes que pour une tornade, sauf qu'ici il s'agit d'une colonne d'eau. L'océan est très chaud à cet endroit, et quand ce nuage chaud rencontre de l'air plus frais, il se crée le même phénomène de convection que pour les tornades. Ce que j'ai là ressemble à un cheveu humain, mais c'est du verre volcanique, qu'on appelle un cheveu de Pélée. Il se forme à partir de la roche en fusion qui est projetée en l'air quand la lave atteint l'océan. Ça peut être dangereux. Ces filaments peuvent abîmer vos poumons ou vous couper la peau. Ils représentent un danger bien réel sur la grande île d'Hawaï. Les volcans sont impressionnants vus du sol. Mais le mieux est de les contempler depuis le ciel, à bord d'un hélicoptère. On voit exactement comment les coulées progressent jusqu'à l'océan, et comment naît cet immense nuage au point de rencontre entre la lave et l'eau. On peut aussi voir comment les coulées ont jailli de l'évent avant d'entamer leur trajet de 11 km jusqu'à la côte. Et on peut repérer les tunnels de lave grâce aux fumerolles, et même voir la lave s'écouler à travers des trous qui font comme des petites fenêtres aux endroits où le haut du tunnel s'est effondré. En 1969, l'année où Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune, le Mauna Ulu, un petit cône volcanique, est entré en éruption. De ses flancs se sont échappées des coulées de lave de composition différentes qui se sont répandues dans cette zone jusqu'à la côte, sur une quinzaine de kilomètres, en brûlant tout sur leur passage. Cette coulée-ci doit faire dans les 3 kilomètres de large et elle a complètement transformé le paysage. Quand on imagine qu'au cours des 750 000 dernières années, la même chose s'est produite 10 000 ou 20 000 fois, on a une idée des forces qui ont façonné cette île fabuleuse. À 1200 mètres au-dessus de l'endroit où la lave entre dans l'océan et à 25 km dans l'intérieur des terres, il tombe entre 2 et 3 mètres de pluie par an. Cela explique la différence entre les petites poches de végétation qu'on voit plus bas et cette forêt tropicale. Les épanchements de lave détruisent tout sur leur passage et il faut des années avant que des plantes puissent repousser. Mais quand la lave se décompose, elle donne un sol très fertile, où les abondantes précipitations font s'épanouir une végétation extraordinairement luxuriante. La grande île d'Hawaï repose sur le plancher océanique qui se situe à 6600 mètres sous le niveau de la mer. C'est la plus grande montagne du monde. Et la lave n'est pas sans rapport avec la richesse de la vie marine. Mais comment, dans des eaux tropicales chaudes, peut-il y avoir autant de poissons et de mammifères marins? Tout simplement parce que cette montagne, la plus haute du monde, qui mesure plus de 10 000 mètres depuis les fonds marins, est le siège d'une immense remontée d'eau froide. Et cette eau froide qui arrive du fond de l'océan est riche en oxygène. Elle est donc propice à la prolifération d'une abondante vie marine.
Elle attire nombre de poissons, de raies mantas et d'autres animaux de toutes sortes, à qui elle procure un lieu de vie idéal. Les raies mantas se nourrissent de plancton, des micro-organismes qui vivent dans les océans, particulièrement en eau froide. Pour se nourrir, elles ouvrent leur énorme gueule et piègent le plancton en filtrant l'eau à travers leurs ouïes. Elles se déplacent dans l'eau en ouvrant et en fermant leur gueule pour attraper autant de plancton que possible. C'est la première fois que je fais de la plongée. Quand on s'est familiarisé avec l'embout du détendeur et qu'on a appris à respirer avec une bouteille, on découvre un spectacle qu'on n'aurait jamais pensé observer, dans un milieu en apparence hostile à l'homme. Les coraux, qui sont en fait de minuscules animaux, apprécient beaucoup la lave. Quand ils peuvent s'y fixer et que l'eau est suffisamment froide, c'est l'endroit rêvé pour eux. Ils grandissent très lentement, mais au fur et à mesure, ils attirent d'autres animaux qui y trouvent de quoi manger et s'abriter. De gros poissons viennent attirés par les petits poissons qui se nourrissent des coraux ou des algues qui poussent dessus. Et la chaîne alimentaire s'agrandit encore, car des prédateurs de plus en plus gros trouvent que c'est un super endroit pour se nourrir. Aux yeux des Hawaïens, c'est à la déesse Pélé qu'on doit aussi bien les volcans que la richesse de la vie marine. Pour moi, l'île d'Hawaï offre les meilleurs endroits où pratiquer la plongée, du fait de ces phénomènes géothermiques naturels. Il y a tellement de tortues marines ici. C'est un véritable sanctuaire pour elles, par comparaison avec les îles voisines. Sur les plages, on voit des centaines de tortues partout. Quand on descend plus au sud, vers Kealak et Quabai, on peut admirer des paysages sous-marins époustouflants, parce que l'eau est très claire. Comme il n'y a pas beaucoup de plages de sable, l'eau n'est pas trouble du tout. Elle est transparente et limpide grâce à la lave qui tapisse les fonds marins. La visibilité est fabuleuse. Quand on va plus vers le sud, l'activité géothermique du volcan rend l'eau plus chaude. Elle regorge de magnifiques poissons tropicaux, plus encore que dans d'autres régions du monde. Et elle attire aussi beaucoup de requins, des petits, pas des grands blancs, parce que les requins aiment l'eau chaude. C'est un univers complètement différent sous l'eau. Cette île est vraiment magique. Elle a énormément à offrir, aussi bien au-dessus du sol que dans l'océan. La lave coule sur les flancs du Kilauea depuis plus de 20 ans. Avec un peu de chance, elle continuera à le faire pendant encore 20 ans, et chaque année, de nouvelles terres apparaîtront sur l'île d'Hawaï. Il n'y a pas que la grande île qui se développe. Une nouvelle venue est en train de surgir du fond de l'océan, l'Oihi. Elle nous montre comment l'archipel est né, que ce soit l'île d'Hawaï, ou d'Oahu, ou encore l'atoll de Kure. Toutes les îles sont passées par les mêmes étapes que l'Oihi. Pour le moment, elle se trouve à 1000 mètres sous l'eau. C'est un volcan sous-marin qui est en train de grandir, comme l'ont fait les volcans qui ont formé l'archipel. Selon les géologues, dans 10 000 à 100 000 ans, l'Oihi sortira de l'eau et s'attachera à la grande île, ou deviendra une nouvelle île à part entière. Certains essaient déjà d'y vendre des terrains. Le volcanisme est lié à la création de la croûte terrestre, et voir un endroit où cela se produit sous vos yeux de manière continue permet de mieux comprendre comment fonctionne notre planète. C'est donc une chance que, politiquement au moins, l'archipel d'Hawaï soit rattaché à l'Amérique. Et bien qu'il se situe à 4000 km de distance dans le Pacifique, pour moi, il fait partie intégrante des États-Unis.
Parfois, on dirait qu'elles sont sorties d'un tube de dentifrice. Et dans 40 ou 50 ans, il y aura ici une forme basse... d'immenses nuages de vapeur et de soufre, des panaches... désolé. Oh mon Dieu, regardez-moi ça. Oui, 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 oui!